L'Iran n'est pas un pays faible. Il possède le plus grand arsenal de drones du Moyen-Orient, ainsi que des installations militaires enfouies dans des montagnes. Une stratégie de guerre qui avait fonctionné contre des ennemis puissants pendant des années. Et pourtant, en moins de 2 semaines, 70% de ces lanceurs de missiles avaient disparu. Plus de 100 navires détruits ou endommagés. Contrôle total du ciel. Mais finalement, comment cela est-il arrivé ? La réponse, n'est pas si simple. Voyez-vous, l'Iran a élaboré un plan réel, intelligent, calculé. Un plan qui misait sur chaque faiblesse connue de l'ennemi. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que, pendant des décennies, alors qu'ils mettaient en place ce plan, les États-Unis développaient des réponses précisément à ce type de menace. Comme s'ils savaient qu'un jour, ce moment arriverait. Et, pour démanteler ce plan, les États-Unis ont envoyé un arsenal avec certaines des armes les plus impressionnantes jamais vues dans une guerre. Des armes qui n'avaient jamais été utilisées en combat. L'une d'entre elles, on ne sait même pas ce que c'est. Pour comprendre les actions des États-Unis, il faut d'abord savoir ce que l'Iran tentait. Regardez. L'Iran savait une chose depuis le début. Dans une guerre directe contre les États-Unis, il perd, sans discussion. Le budget militaire américain est presque 40 fois plus élevé. La technologie est en avance de plusieurs décennies. Les avions, les missiles, les navires, il n'y a tout simplement pas de comparaison. Alors, l'Iran n'a pas essayé de rivaliser dans ce jeu. Il a créé un jeu différent, et la logique de ce jeu était presque brutale, dans sa simplicité. Un drone iranien typique, comme le Shahed, coûte entre 20 et 50 000 $. C'est le prix d'une voiture moyenne. Mais le missile Patriot, que les États-Unis utilisent pour l'abattre, coûte entre 3 et 4 millions de $. L'Iran envoie 100 drones. Les États-Unis les abattent tous. L'Iran a dépensé 5 millions. Les États-Unis ont dépensé 300 millions. Qui gagne dans cet échange ? Cette logique avait fonctionné contre l'Arabie Saoudite, contre Israël, contre les navires en mer Rouge. L'Iran a misé sur l'usure, forcé l'ennemi à dépenser beaucoup plus que lui semblait être un pari intelligent au début, jusqu'à ce que les États-Unis présentent leur réponse. Elle s'appelle Helios. Helios est un système laser monté directement sur les destroyers de la marine américaine. Il tire un faisceau d'énergie concentrée qui chauffe le drone jusqu'à détruire sa structure en quelques secondes. Sans explosion, sans bruit, le drone cesse simplement d'exister. Mais la partie qui change tout, ce n'est pas la technologie, c'est le coût. Chaque tir du Helios coûte quelques centimes, littéralement. Le coût est essentiellement celui de l'électricité, l'équivalent de ce que vous dépensez en laissant une lampe allumée pendant quelques heures. L'Iran a lancé plus de 2000 drones Shahed depuis le début du conflit. Si les États-Unis avaient abattu chacun d'eux avec un Patriot, ils auraient dépensé plus de 6 milliards de $. Rien qu'en ce qui concerne les drones, avec des systèmes laser comme le Helios, ce coût diminue de façon spectaculaire. La logique économique de l'Iran a simplement cessé de fonctionner, mais l'Iran avait une seconde couche dans ce pari, le volume. Envoyer des centaines de drones en même temps, en espérant que certains passent. Et, pour cela, les États-Unis avaient l'Odin. L'Odin ne détruit pas le drone, il l'aveugle. C'est un laser de faible puissance qui brûle les capteurs optiques du drone, les caméras, les systèmes de navigation visuelle. Le drone continue de voler, mais il ne voit plus rien et il s'écrase. 8 navires américains sont déjà équipés de l'Odin. C'est le système que les analystes ont identifié sur des images de destroyers opérant près de l'Iran pendant le conflit. Alors que l'Hélios gère les menaces individuelles, l'Odin fonctionne contre les attaques de masse. Mais la troisième réponse au drone est la plus ironique de toutes. Elle s'appelle Lucas. Lucas est un drone kamikaze américain, à usage unique, qui se dirige vers la cible et explose. Il coûte environ 35 000 $. Si cela vous semble familier, c'est parce que ça l'est.
Lucas est directement inspiré du concept du Shahed iranien. Même logique, même concept, pratiquement le même prix. Les États-Unis ont pris l'idée de l'Iran, ont développé leur propre version et l'ont utilisée contre l'Iran. Le premier jour du conflit, le commandement central des forces armées américaines lui-même a publié sur les réseaux sociaux, qualifiant cela de représailles fabriquées aux États-Unis. Pensez-y, l'Iran a passé des années à développer le Shahed comme son grand atout, et les États-Unis ont répondu en utilisant exactement la même logique contre eux. Toute idée que vous utilisez contre nous, nous l'utiliserons contre vous. Curieusement, il a été conçu d'après le clone d'un drone iranien, le drone kamikaze Shahed 136. Le Shahed est vraiment un favori parmi les Iraniens. Et lorsqu'un a été capturé par les forces des États-Unis, ils l'ont apporté aux ingénieurs et ont dit « faites-en une copie et encore meilleure ». 3 réponses, 3 couches. La réponse des drones a été sévèrement dégradée, mais le deuxième pari iranien était différent. Plus ancien et pendant des décennies, il semblait véritablement invincible. L'Iran a passé des années à déplacer ses installations les plus importantes, des dépôts de missiles, des centres de recherche nucléaire, des laboratoires militaires, à l'intérieur des montagnes, enfouis dans le béton, dans la roche, à des profondeurs qu'aucune bombe conventionnelle n'atteint. Fordal, la principale installation nucléaire de l'Iran, est tellement enfouie au cœur d'une montagne que des experts occidentaux ont passé des années à dire qu'elle était pratiquement indestructible. Ce n'est pas par manque de volonté, mais par manque de capacité technique. Si vous ne pouvez pas détruire, vous ne pouvez pas gagner, jusqu'à ce que les États-Unis apportent la réponse. Elle s'appelle MOP, Massive Ordnance Penetrator. Le MOP pèse 13 tonnes, c'est le poids de 2 éléphants adultes. Il mesure 6 mètres de long, et il a été conçu dans un seul but, percer ce qui ne devrait pas pouvoir être percé. Il entre en contact avec le sol et n'explose pas immédiatement. Il continue de percer à travers la terre, le béton, la roche, jusqu'à atteindre la profondeur adéquate. Là, il explose, de l'intérieur vers l'extérieur. La profondeur qu'il atteint équivaut à un immeuble de 20 étages en béton, 20 étages vers le bas. Et il y a un détail qui rend tout cela encore plus précis. 2 impacts consécutifs. La première bombe ouvre le trou. La seconde, lancée juste après, au même endroit exact, va encore plus profondément. Comme un forêt à 2 étages. Mais le MOP pose un problème. Il pèse 13 tonnes. La plupart des avions de guerre ne peuvent même pas décoller avec ce poids, et les rares qui peuvent le transporter ne pénètrent pas en territoire ennemi sans être détectés. Il existe un seul avion au monde qui résout ce problème. Je parle du B-2 Spirit, le B-2 ne ressemble à aucun avion que vous ayez déjà vu. Il n'a pas de queue, il n'a pas de fuselage allongé, c'est une aile volante. Une forme triangulaire, aplatie, qui ressemble plus à de la science-fiction qu'à un bombardier. Et ce n'est pas une coïncidence. Lorsqu'un radar envoie un signal et qu'il frappe un avion conventionnel, le signal revient fort et clair. Sur le B-2, ce signal se disperse dans toutes les directions. Ce qui apparaît sur le radar est aussi petit qu'un oiseau, un avion de la taille d'un terrain de football apparaissant comme un oiseau. De plus, toute la surface du B-2 est recouverte d'un matériau qui absorbe le signal du radar. Au lieu de réfléchir le signal, il fonctionne comme une éponge pour les ondes radio. Seulement 21 unités ont été construites dans le monde entier, chacune ayant coûté plus de 2 milliards de dollars. Et c'est cet avion qui a transporté les bombes de 13 tonnes jusqu'aux montagnes d'Iran. Quelques semaines avant le conflit, à Parchin, un complexe militaire situé à 30 km au sud-est de Téhéran, l'un des sites les plus sensibles du programme de défense iranien. Des images satellites ont enregistré un travail minutieux dans une installation connue sous le nom de Talegan 2, liée au programme nucléaire du pays. Une nouvelle couche de béton, puis de la terre par-dessus.
Quiconque a supervisé ce travail est probablement rentré chez lui en pensant avoir protégé quelque chose d'important. 3 semaines plus tard, les images satellites ont montré 3 points d'impact précis à la surface de l'installation. L'Iran a passé des années à construire en profondeur. Les États-Unis sont arrivés avec la seule arme au monde conçue pour rendre cette profondeur inutile. Et c'est lors de ces missions que quelque chose a attiré l'attention des analystes du monde entier. Sur les images du premier jour d'attaque, un missile Tomahawk est apparu complètement noir, alors que tous les autres étaient gris. Celui-ci était différent. Aucun membre du gouvernement n'a expliqué ce que c'était. Les analystes soupçonnent qu'il s'agit d'une version encore non révélée, avec une surface qui absorbe les signaux radar de la même manière que le B-2. Et, contrairement aux Tomahawks précédents, cette version pourrait être redirigée vers une nouvelle cible en temps réel pendant le vol. Rien de tout cela n'est confirmé. L'arme s'est révélée d'elle-même en étant filmée, et jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement américain n'a rien dit à son sujet. Mais, parmi toutes les réponses américaines, il y en a une qui est plus troublante que toutes les autres réunies. Parce qu'elle n'a pas eu lieu pendant la guerre, elle a eu lieu bien avant. Regardez. Le 3e pari de l'Iran portait sur le temps. L'idée qu'il aurait le temps de réagir lorsque les attaques commenceraient, que ses radars fonctionneraient, qu'il pourrait coordonner une réponse. C'était peut-être le pari le plus erroné de tous. Parce que, lorsque les missiles ont été lancés, le 28 février 2026, l'Iran opérait déjà dans le noir depuis des semaines. Avant tout bombardement, avant tout missile, 2 unités spécialisées des forces armées américaines étaient déjà en mouvement. Le Cyber Command, la division responsable des opérations de guerre cybernétique des États-Unis, et la Force spatiale, la branche militaire dédiée aux opérations spatiales. Le général Dan Kane, chef de l'état-major américain, a confirmé publiquement que ces 2 unités ont été les premières à agir. Selon ses propres mots, les opérations spatiales et cybernétiques ont privé l'adversaire de la capacité de voir, de se coordonner ou de répondre efficacement. Mais, au final, comment cela a-t-il été fait ? Eh bien, une partie de la réponse se trouve à des centaines de kilomètres au-dessus de nous. La force spatiale opère des satellites en orbite au-dessus du Moyen-Orient, 24 heures sur 24. Ces satellites ne prennent pas de photos, ils détectent la chaleur. Et un missile balistique, dans les secondes qui suivent son lancement, génère une quantité énorme de chaleur, que ces satellites identifient presque instantanément. L'Iran tire un missile depuis un camion lanceur sur une route déserte. En quelques secondes, les satellites détectent la chaleur et calculent la position du lanceur. Cette information parvient aux forces américaines dans la région. Selon le président Trump lui-même, le temps de réponse est descendu à 4 minutes entre le lancement et la contre-attaque. Mais la force spatiale n'a pas travaillé seule. Le Cybercommand agissait en parallèle, en neutralisant les communications militaires iraniennes, en bloquant les radars, en empêchant les différentes unités iraniennes de communiquer entre elles. Et cela a fonctionné d'une manière qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Des semaines avant le conflit, des hackers ont infiltré les transmissions satellites iraniennes. Des millions de foyers en Iran ont commencé à recevoir, sur leurs téléviseurs, des messages appelant à la résistance contre le régime. Une application d'horaire de prière, utilisée quotidiennement par des millions d'Iraniens, a été piratée. À la place des horaires, des messages politiques sont apparus, et les caméras de circulation de Téhéran, les caméras de rue ordinaires, qui surveillant le trafic ont été compromises et, selon le Financial Times, utilisées pour planifier des attaques de précision à l'intérieur de la capitale iranienne. Le jour de l'attaque, les radars iraniens étaient brouillés électroniquement, les communications militaires étaient coupées. L'Iran n'arrivait pas à coordonner sa défense parce qu'il ne parvenait pas à communiquer avec ses propres systèmes. Comme vous pouvez le voir,
L'Iran a essayé de jouer une partie d'échecs de haut niveau avec les États-Unis. Mais les pièces de l'autre côté de l'échiquier étaient différentes de celles qu'ils s'attendaient à trouver. Pendant des décennies, la guerre signifiait des chars, des avions, des soldats. Les États-Unis viennent de montrer que cela signifie autre chose, et cette nouvelle signification. Nous le voyons se produire en temps réel, dans quelque chose d'aussi inattendu qu'une application de prière affichant le mauvais message. Maintenant, je veux connaître votre avis. Laquelle des 3 réponses américaines avez-vous trouvé la plus impressionnante ? Commentez ci-dessous. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient, partagez-la avec quelqu'un qui veut aussi comprendre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Il y a encore beaucoup à venir. À la prochaine vidéo.